L'école à la campagne, dans notre imaginaire, c'est un peu un rêve. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Comment envisage-t-on ces études lorsqu'on vit loin des métropoles? On en parle avec nos invités. Jean-Baptiste Nouellac, vous êtes fondateur d'Excellence Ruralité. Bonjour. Bonjour. Roland Grimaud, vous êtes directeur des MFR, c'est-à-dire des maisons familiales et rurales. Bonjour. Christian Destrossian, vous êtes au Bureau national de l'appel pour l'Académie d'Amiens. Bonjour. Bonjour. Et Romain Mercier, journaliste au Figaro étudiant, qui nous vient un peu de la campagne aussi. Bonjour. Alors, est-ce que c'est plus difficile d'enseigner en zone rurale ? Plus dur, difficile à dire. En tout cas, enseigner à la campagne, c'est faire face à des élèves qui se seront levés plus tôt que si vous faisiez cours à des élèves en zone urbaine. Pourquoi? Car d'après une étude de l'INSEE, publiée en 2024, les jeunes lycéens de la campagne scolarisés hors de leur commune de résidence parcourent en moyenne 24 km, soit 6 km de plus que les jeunes urbains. Moi-même, étant originaire de Châteauroux, une commune dans le centre de la France, en plein milieu de la diagonale du vide, j'avais tous les matins et tous les soirs 1 heure de bus car mes parents ne pouvaient pas m'emmener au lycée car ils travaillaient. Autant vous dire que le premier cours de la journée, j'arrivais déjà fatigué. Je vous laisse imaginer mon état lors du dernier. Est-ce que les élèves ruraux font moins d'études que les élèves urbains ? Les élèves nés dans les zones rurales font effectivement moins d'études. D'après une étude du CEREC datant de 2011, parmi les bacheliers généraux, 47% des ruraux se dirigent vers les filières technologiques, courtes, comme les BUT ou BTS, contre 38% des urbains. Toujours d'après cette étude du CEREC, avec un père cadre ou profession intermédiaire, le jeune urbain va filer en prépa ou en filière sélective, tandis que le jeune rural choisira un IUT. Alors, est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent cette tendance à faire moins d'études? Alors, ce qui n'est pas mal en soi, hein, on n'est pas tous obligés de faire des études, mais pourquoi? Parce que premièrement, les jeunes ruraux ont tendance à se dire que les longues études ne sont pas faites pour eux. Car dans leur entourage, très peu de personnes ont fait de longues études. De plus, d'après un sondage Odoxa réalisé en janvier 2024, 73% des ruraux se sentent délaissés par l'État quant à l'éducation. Comment inverser cette tendance ? Certaines écoles et universités tentent de l'inverser en installant des antennes à la campagne, comme Excellence Ruralité, une association qui développe des modèles d'école adaptés aux besoins de la campagne et de ses élèves. Ils ont notamment créé une école privée hors contrat en 2017, dans l'Aisne, où le taux de décrochage scolaire atteignait les 37%. Pour l'enseignement supérieur, il y a la fac de droit d'Aix-Marseille qui dispense désormais une licence de droit à Arles, dans le Vaucluse. Ces antennes peuvent permettre à des jeunes de campagne pour qui l'université ou l'école était à 1 heure de chez eux, de profiter d'un enseignement de qualité, voire d'excellence, au pas de leur porte. Il ne me reste plus qu'une seule chose à dire. À Caen, une grande école d'enseignement supérieur à Châteauroux. Juste Arles, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Je vais donner la parole à Roland Grimaud. Vous êtes directeur des MFR. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des maisons familiales et rurales ? Oui, alors on est dans l'enseignement professionnel. Alors, ouais. Par rapport aux autres invités peut-être. Donc en fait, on accueille les jeunes à partir de la 4e. On peut avoir des jeunes à partir de 14 ans, jusqu'au CAP, bac, BTS, licence pro, bachelor aujourd'hui. Voilà, donc c'est des formations professionnelles. Donc il y a un choix. Alors un choix où peut-être un non-choix parfois, mais il y a un choix d'aller vers une filière professionnelle, de découvrir un éventail de métiers ou un métier. C'est ancien, les maisons familiales et rurales. Ça a été créé à quelle époque? Oui, ça a 85 ans. C'est parti du milieu agricole, en fait, où il fallait former, fallait que les fils agriculteurs soient formés. Il y en avait très peu. Ils ont l'obligation de se former, d'ailleurs, pour ouvrir une exploitation. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'était des premières écoles. Il y avait les écoles catholiques à l'époque, mais voilà, c'était les premières, avec la particularité du développement de l'alternance dans les maisons familiales qui ont été les précurseurs de ce rythme entreprise-école, entreprise-école. Voilà. Et ça permet de faire des études. Voilà. Christian Destrossian, vous représentez l'APPEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Romain nous parlait des trajets, c'est vrai, c'est ce qui l'a marqué le plus lorsqu'il habitait Châteauroux, un peu moins depuis qu'il est en région parisienne. Mais c'est vrai que quelles sont les difficultés rencontrées par les familles qui habitent dans ces zones rurales? Alors les difficultés sont plusieurs types. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà le temps de trajet, comme vous le disiez. Il y a un certain nombre de minutes, voire des fois
d'heures, hein, puisqu'on peut parler. Parce que souvent, c'est un bus qui va dans tous les villages, voilà, et avant, voilà, il ne fait pas le village directement, le collège. C'est le grand tour de la région. Il y a cela, et puis depuis quelques années, on trouve une deuxième problématique qui est l'accompagnement par l'État dans cette mobilité, avec des bus, notamment dans ma région, qui est les Hauts-de-France. Cette année, ces bus-là ne sont plus pour tous les élèves pris en charge. Donc certains élèves se voient être obligés de payer le moyen de transport qui les amène hors de chez eux. Voilà. Oui, donc puis il y a beaucoup de lignes ferroviaires qui ont été supprimées. Il y a beaucoup de lignes ferroviaires qui ont été supprimées. Depuis 30-40 ans. Fait, oui. Donc en fait, des villages qui étaient connectés aux villes, aujourd'hui ne le sont plus, ils ne dépendent que de bus finalement. Tout à fait, tout à fait. Et donc, quelque part, cette mobilité qui n'est plus accessible à tout le monde, sauf moyennant un prix, bien entendu, peut poser un problème. Effectivement, on parlait des élèves qui n'allaient pas plus loin dans le milieu rural et qui s'arrêtaient à des métiers manuels plutôt. Ça peut l'être un des inconvénients qu'on va trouver dans les prochaines années. Si les transports ne sont plus pris en charge ou moyennement pris en charge, on va encore avoir une fracture. Oui, puis les parents ils ne veulent plus jouer toujours les parents taxis. Toujours accompagner leurs enfants partout. Oui, il y a cela. Il y a le risque de prendre des enfants d'autres personnes dans sa voiture, avec tout ce que l'on voit aujourd'hui. Et puis, bon, on est en train de parler des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, par contre. Jean-Baptiste Noëllac, vous êtes fondateur d'Excellence Ruralité. Vous avez créé une école privée hors contrat à la campagne. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Merci beaucoup de me donner la parole et merci de consacrer votre émission à l'éducation en zone rurale. Moi, ce qui m'a motivé à créer des écoles associatives dans les territoires ruraux, c'est que aujourd'hui, notre pays est confronté à une véritable fracture éducative, de la même manière qu'il y a une fracture territoriale, il y a une fracture éducative. Et on parle beaucoup de la question de l'orientation des jeunes ruraux, et c'est vrai, il y a un autre chiffre que Romain aurait pu donner, qui est que les jeunes urbains pauvres font 2 fois moins, se projettent 2 fois moins dans les études, 2 fois plus dans les études que les jeunes ruraux pauvres, c'est-à-dire qu'en fait les jeunes ruraux pauvres, à niveau social égal, se projettent moins dans les études en fonction de là où on vient. Mais souvent on aborde uniquement la question de l'égalité des chances. Donc finalement un jeune de quartier prioritaire a plus de chances de réussir ses études qu'un jeune issu de milieu rural? En tout cas, il va plus facilement se projeter dans les études supérieures qu'un jeune rural. Mais le problème ne commence pas là. Et souvent, on aborde la question de l'enseignement en zone rurale uniquement sous cette question de l'orientation, en oubliant de voir qu'avant cela, il y a toute la question des résultats scolaires. Et les départements ruraux sont ceux parmi lesquels il y a le plus de décrochage scolaire. On est dans des territoires où vous avez quand même, il faut se rendre compte, au niveau du brevet, au résultat au brevet, vous avez un effondrement, notamment dans les petites villes, des taux de réussite au brevet. Vous avez, même avant cela, vous avez 12% de plus de jeunes en difficulté de lecture et à l'entrée en 6e dans les petites villes et dans les bourgs et les petites villes. Donc il y a cette fracture qui concerne la ruralité. Oui, il y a l'orientation, mais avant, il y a le problème de niveau scolaire. Et ça vient d'une chose, c'est la façon dont on affecte les crédits de l'éducation prioritaire. Vous voyez, l'éducation prioritaire, aujourd'hui, elle est fléchée uniquement sur des questions de résultats, sur des questions d'appartenance à un QPV, un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et donc, du coup, c'est-à-dire les banlieues difficiles, finalement. En gros, exactement. Et donc, du coup, on exclut de fait ces enfants-là parce qu'on ne prend pas en compte la question des résultats scolaires dans l'affectation des moyens d'éducation prioritaire. On part du principe, finalement, qu'à la campagne, les gens sont riches? Je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas lié, en fait, assez bizarrement, on n'a pas lié l'affectation des moyens supplémentaires de l'école à des critères scolaires. C'est bizarre, parce que normalement, on devrait se dire, bien, les moyens supplémentaires de l'école, là où vont aller là où l'école est en difficulté, là où il y a des difficultés scolaires. Non, on l'affecte sur des questions géographiques, sur des questions sociales, mais pas sur des questions scolaires, si bien qu'aujourd'hui, un jeune rural a 3 fois moins de chances de bénéficier des moyens de l'éducation prioritaire qu'un jeune urbain à situation sociale et scolaire identique. Et vous avez décidé de créer votre école. Et voilà. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, pour aider ces enfants-là, c'est très difficile, généralement, d'avoir parce qu'il manque à la fois des associations, il manque à la fois de maillage associatif, d'infrastructures. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on ait une proposition qui commence dès le début du primaire et qui offre aussi à ces enfants les meilleurs outils pédagogiques dès leur début de primaire. Donc, on a des petits effectifs, un suivi personnalisé, des professeurs qui vont être aussi éducateurs. En fait, tous ces outils pédagogiques qui sont généralement réservés aux
enfants de milieux plutôt favorisés, dans des territoires où il y a de l'innovation scolaire, eh bien, on les met à disposition de ces enfants-là. Et du coup, je vous donnerai juste un chiffre en termes de résultats. Vous êtes où physiquement on a une première école qui est dans l'Aisne, donc à côté de Saint-Quentin. On a une deuxième école qui est en Charente, à côté de Confolens, dans un petit village qui s'appelle Hesse. Et on s'est installé dans l'ancienne école communale qui avait fermé. Et puis on a une troisième école qui vient d'ouvrir dans le Morvan il y a quelques temps, il y a quelques semaines, là, en début septembre. Et ce qu'on voit, c'est que nos élèves qui arrivent en début de CP avec un niveau inférieur au niveau des REP+, eh bien, ils obtiennent en fin de CM2, donc à la fin de leur primaire, un niveau supérieur à la moyenne nationale. Et comment vous financez ces écoles ? On finance avec des dons de mécènes, d'entreprises, de fondations, de particuliers qui soutiennent ces projets. Pour les familles, c'est combien ? Alors les familles contribuent aussi, mais de manière très modique et adaptée à leurs moyens. Donc c'est entre 30 et 90 euros par élève et par mois. Et c'est jamais un frein. Il y a même des familles qui payent que 10 euros pour tout vous dire, parce qu'on ne veut jamais que ce soit un frein à l'accueil d'un enfant. Et on prend tous les enfants du territoire, et donc on a un niveau sociologique qui est celui du territoire, c'est-à-dire très faible. Et vous énervez pas les écoles publiques ou les écoles privées sous contrat d'ailleurs ? Je crois pas. En tout cas, on s'est très bien passé en coulisses. D'accord. Mais non, au début, il y a un peu de méfiance, c'est normal. Ouais. Mais assez rapidement, en fait, les établissements qui sont sur le terrain voient bien le travail qui est fait à ces enfants-là. Et du coup, après, ils viennent visiter l'établissement, nous envoient des profils d'enfants qu'ils ont du mal à traiter. Donc ça se passe assez bien, oui. D'accord. Romain, vous êtes allé visiter un lycée à la campagne qui est assez hors du commun. Tout à fait. Il y a 2 semaines de cela, j'ai pris ma valise, mon anorak et j'ai pris la route pour le lycée professionnel Jean Guéhenno, situé à Saint-Amand-de-Montrond, au beau milieu de la campagne du centre de la France. Mais vous me direz, pourquoi est-ce que je vous parle de ce lycée en particulier ? Eh bien parce que sa promotion de CAP bijouterie-joaillerie, donc de 2025 et diplômée en 2027, est parrainée par la grande maison de luxe Cartier. Un témoin de la qualité des formations délivrées par ce lycée. Il faut se rendre compte du côté insolite. On parle de la grande maison de luxe Cartier qui parraine une promotion d'un lycée situé dans une ville qui n'est même pas accessible en train depuis Paris. Alors racontez-nous de ce qu'il y a de spécial dans ce lycée. Donc après 2 heures de train et 1 heure de voiture, je suis arrivé sur place. Et je peux vous dire, une fois entré dans les ateliers, une énergie particulière se dégage. Derrière des établis en bois qui illustrent parfaitement le côté artisanal et prestigieux des métiers du luxe, vous voyez des élèves extrêmement concentrés dans un silence de cathédrale, en train d'apprendre ce jour-là les prémices du métier de polisseur. Vous remarquez aussi toute l'attention du corps enseignant sur les gestes réalisés par chacun des élèves, démontrant l'exigence nécessaire au métier de bijoutier. Les élèves manient des outils et des machines en tout genre pour devenir les futurs créateurs de Cartier, Mauboussin ou encore Chaumet. Le jour où j'y suis allé, les pièces n'étaient pas fournies par Cartier, mais demain, ces mêmes élèves manipuleront des pièces d'une valeur inestimable. Sans mauvais jeu de mots, ces jeunes sont les bijoux de demain. Alors quel va être l'impact de ce parrainage pour les jeunes ? Alors Cartier a fourni des blouses aux élèves et d'ailleurs il les portait le jour où j'y suis allé. Il est aussi envisagé... Et on voit le bureau assez particulier là. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment génial et c'est beau à voir. Il est aussi envisagé de fournir du matériel, même si le lycée est déjà très bien doté. Mais le cœur du parrainage se trouve sur les terrains de stage. C'est un secret pour personne, les métiers du luxe recherchent de la main-d'œuvre. Alors pour tenter d'attirer les meilleurs jeunes de cette promotion, Cartier et 1B2L, qui est une société dont Cartier va devenir actionnaire majoritaire très prochainement, proposeront 24 stages en entreprise. Une chance inestimable donc pour ces jeunes et pour les avoir interrogés, je vous le confirme, qui viennent pour la plupart des villages aux alentours ou à maximum 1 heure de route. Quoi qu'il advienne pour ces élèves de la promotion Cartier, ruralité, qualité et opportunité ne riment pas pour rien. Roland Grémaud, est-ce que vous faites des choses avec des entreprises justement, comme on a l'exemple de ce lycée, les maisons familiales et rurales, quel est le lien entre l'école et puis le tissu économique ? On fait tout avec les entreprises parce que chacun de nos élèves ou de nos apprentis ou de nos stagiaires adultes passe plus de la moitié du temps en entreprise. Donc c'est le système de l'alternance qu'on a développé depuis de longues années et qui fait qu'en fait on va s'attacher toujours à prendre l'expérience de l'entreprise, alors qui est professionnelle, quel geste, mais qui est aussi un accompagnement comportemental. Vous proposez tout type de formation Oui, nous sommes dans 18 secteurs professionnels, donc ça va de la production agricole au métier de l'artisanat, au métier de bouche. Voilà, la palette des métiers ruraux quand même est assez couverte, en passant par le service à la personne.
Donc ça couvre quand même un champ assez large. Et les entreprises font partie vraiment de nos partenaires, puisque voilà, il faut, dès le plus jeune âge, que le jeune aille en stage et apprenne le métier. Et on revient à la MFR pour justement partager ce qu'on a fait dans les différentes entreprises et puis ramener les matières plus générales dont ils ont besoin. En fait. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut poursuivre ces études après? Est-ce que souvent, c'est vrai qu'on en parlait, Romain, souvent les élèves venant des zones rurales s'arrêtent après un bac plus 2. Est-ce qu'on peut faire un bac plus 2 dans une maison familiale et rurale et poursuivre par la suite dans un autre établissement pour avoir un diplôme plus élevé? Est-ce que ça peut être une passerelle finalement? On le peut, parce que dans ce que vous avez signalé, peut-être que un certain nombre de jeunes ne s'autorisent pas à voir plus loin, etc. Notre ambition, et on voit quand même dans le reportage sur la joaillerie, là, le moteur que devient l'enseignement professionnel, en fait. On a des jeunes qui arrivent, qui sont peut-être pas très intéressés par les matières générales, mais au travers d'un métier reprennent motivation et continuent leurs études. Et nous avons des élèves qui auraient sans doute jamais pensé en rentrant en bac pro, aller en BTS, voire plus loin, mais c'est le fait d'avoir appris des choses, même des matières générales, par un métier qui les a remotivés. Et nous, on est satisfait de voir que dans les enquêtes qu'on fait auprès des anciens élèves, alors c'est des parcours, on insiste bien là-dessus, c'est pas en tuyau d'orgue, c'est-à-dire on rentre pas d'un côté et on sort de l'autre, c'est-à-dire que c'est des expériences de vie, on reprend des formations, etc. Mais on a retrouvé des gens qui ont des licences, des masters, des ingénieurs agro, un doctorat, voilà. Mais après, c'est la personne qui prend confiance et qui va dans son domaine à fond, quoi, en fait. Christian Destrossian, il y a aussi l'aspect financier pour le fait d'être à la campagne. On est loin de la fac, on est loin des prépas, on est loin des établissements prestigieux. Et comme on disait au début de l'émission, il y a le transport, mais il y a aussi le logement. Tout ça coûte cher. Vous qui êtes en contact avec les parents d'élèves, puisque vous représentez l'appel, le bureau d'Amiens, c'est un vrai sujet ? C'est un sujet, effectivement. L'augmentation des coûts est toujours compliquée à prendre en charge. Alors quand les études coûtent de plus en plus cher. Quand on a un enfant, ça passe, mais quand on en a 1, 2, 3, voire 4, 5. Et au-delà, effectivement... Ça, j'en ai 4 moi-même, donc c'est très personnel. Dans un budget... J'habite pas loin de Paris, donc c'est vrai que c'est plus simple. Dans un budget, ça commence à être des fois très lourd. Même si, comme vous, monsieur, dans nos écoles, on a des tarifs adaptés et effectivement, on essaye d'accueillir les plus démunis en leur proposant un tarif, bien entendu, adapté. Tous ces coûts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces coûts font que très certainement, il puisse y avoir un frein à un moment donné dans une famille modeste. Par exemple, quelqu'un qui doit aller sur une grande ville, prendre un logement, prendre... un internat, au début, au collège, les lycées, il y a beaucoup de jeunes ruraux qui vont qui font leurs études en internat. Ça a un coût certain et ça peut être un frein. Et là aussi, je pense que l'État devrait mettre un petit coup d'aide, un petit coup de... Comment dire il devrait faire des aides personnalisées. Moi, j'avais noté, j'avais vu en 2023 Emmanuel Macron qui avait parlé, alors c'était pendant une émission de Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux, où il avait encouragé la création de formules de formation diplômante dans les petites villes, justement, pour que ce soit moins cher pour les jeunes, qu'il y ait moins de problèmes de transport, etc. Est-ce que ça se développe, ça ? Au jour d'aujourd'hui, il est très compliqué d'ouvrir de nouvelles classes, puisqu'il y a un problème de natalité. On a de moins en moins d'enfants, et ouvrir des classes, c'est très compliqué. S'ouvrir de nouveaux horizons, c'est très compliqué. Je pense que monsieur le retrouve aussi très certainement dans les MFR, et vous le retrouvez peut-être également. Aujourd'hui, on était partenaire, je dirais, de l'éducation nationale. Aujourd'hui, moi en tant que parent, je commence à comprendre qu'on n'est peut-être plus partenaire aujourd'hui, mais qu'on est peut-être, au-delà de ça, qu'on est peut-être devenus des concurrents, puisque la natalité diminuant, effectivement, il n'y a plus autant de place qu'avant. Vous êtes en rivalité ?
Je vous posais la question, Jean-Baptiste Noëlla, il n'y a pas des écoles privées ou des écoles publiques où le maire, tout simplement, des villages où vous installez, qui se disent attendez, ça nous fait une concurrence. Déjà que les enfants sont rares, aujourd'hui, de plus en plus rares, malheureusement, eh bien, vous leur prenez des enfants. Alors ça pourrait être un mouvement, mais c'est vrai que nous, on intervient plutôt dans des établissements d'au moins 3000 habitants, dans des communes d'au moins 3000 habitants. Donc juste précisément pour ne pas être en concurrence avec la commune et faire fermer des classes. Notre proposition, c'est pas de faire là où l'État ne fait pas, mais c'est de proposer une pédagogie d'excellence aux enfants de ces territoires-là. Mais il y a des écoles publiques dans le même village ? Il y a des écoles publiques exactement dans les environs, il y a même des écoles privées parfois. Donc l'idée, c'est pas du tout d'intervenir dans des villes de 300 habitants, c'est vraiment les petites villes, entre 2 et 5 000 habitants si vous voulez. Et c'est en plus là où il y a vraiment un trou dans la raquette en termes d'offres pédagogiques et en termes de décrochage scolaire, donc c'est particulièrement le bon endroit. Mais c'est très intéressant ce que disait monsieur sur le maillage et donc du coup les postes disponibles, parce qu'en réalité, on a aujourd'hui, depuis quelques années, une logique qui est très comptable en matière d'affectation des crédits de l'éducation nationale, notamment des postes en zone rurale. Et je crois qu'on devrait réfléchir un peu différemment, au lieu de vouloir en permanence mettre tout le monde sur un pied d'égalité en termes de nombre d'élèves par classe. On devrait plutôt poser la question de manière inverse, se dire qu'est-ce qu'on veut en fait comme temps de trajet domicile-école pour un enfant français aujourd'hui, à minima ou à maxima plutôt, pour qu'il puisse étudier correctement. Et on se dirait, voilà, c'est 20 minutes maximum pour un enfant pour aller à l'école primaire, c'est 30 au collège, c'est 40 au lycée. Eh bien, on maille le territoire en fonction de ce temps-là et d'un temps de trajet effectif. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le problème, c'est pas la distance entre sa maison et l'école, c'est le temps après du bus scolaire. Du bus qui va faire tous les villages. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec les collectivités territoriales et qu'il faut sortir, encore une fois, de cet égalitarisme, je dirais, de tableur Excel, où, en fait, sur le papier, on a l'impression que c'est pareil pour tout le monde, mais dans la pratique, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais c'est un petit peu on parle souvent des problèmes des maternités qu'on ferme, voilà. Et là, dans les petites villes, c'est un peu le même problème avec les écoles. Et c'est pour ça que j'avais bien aimé cette idée de la fac d'Aix-en-Provence qui a créé une faculté à Arles. Bon, du coup, les villages aux alentours, les jeunes peuvent aller à la fac de droit, bénéficier des mêmes professeurs de cette faculté très prestigieuse d'Aix-Marseille, mais près de chez eux finalement. Et pourtant, l'école est le cœur d'un bourg. Sans école, un bourg qui perd son école, c'est une part de son économie qui s'envole, c'est l'âme de la commune qui s'envole en partie, parce que c'est plein de souvenirs qui disparaîtront à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles privées sous contrat qui sont menacées aujourd'hui ? Alors beaucoup, non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines, effectivement. Alors pour différentes raisons, non pas forcément par un coup de manque d'élèves, mais aussi par exemple pour des maires de communes qui ne respectent pas les forfaits communaux. C'est-à-dire nous sommes sous contrat, contrairement à monsieur, et donc on doit avoir un système d'égalité entre de traitement. Et il y a une loi les communes financent les écoles publiques, oui. Et les départements, les collèges et les régions, les lycées. Voilà, c'est ça. Mais disons que pour les écoles privées sous contrat, la mairie vous donne de l'argent ? Alors on a ce qu'on appelle un forfait communal, on a un forfait départemental, on a un forfait régional également. Et voilà, ça permet d'équilibrer entre l'école publique. Mais il y a certains maires qui ne veulent pas payer. Il y a certains maires qui ne veulent pas payer, oui. On est des fois en difficulté dans certaines écoles à cause de cela. D'accord, mais pas parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Pas parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, non. Tout simplement parce qu'on estime qu'on n'a pas payé pour le privé, quoi. Oui, bien sûr. Roland Grémaud, pour les maisons familiales et rurales, c'est vrai que la baisse de la natalité, la baisse de jeunes à l'école, c'est un problème aussi pour vous ? Vous avez moins d'étudiants, moins de jeunes ? On vient de faire 2 rentrées en hausse. D'accord. Donc... je crois qu'il y a différents éléments. Bon, d'une part, peut-être, petit à petit, on est un peu plus connus, donc ça commence à gagner. Moi, je vous connaissais, des élèves. Voilà. Donc, le bouche-à-oreille marche bien. Et puis, il y a eu, en 2008, une réforme de l'apprentissage qui a fait qu'on a beaucoup parlé de la filière pro en bien. Ouais. Les Olympiades des métiers, les WorldSkills ont été mis en avant. Nous, on essaye d'en parler beaucoup aux filières étudiants. Par exemple. Et donc, je pense, et nous-mêmes, nos parcours, on a montré le parcours de nos anciens élèves, etc. Donc, ça a plutôt rassuré certaines familles qui hésitent moins sans doute, et puis elles regardent le marché de l'emploi, parce qu'on disait, il y a des jeunes qui ne partent pas des milieux ruraux, mais il y en a aussi qui veulent rester, ou qui acceptent de commencer leurs études, de repartir, mais qui veulent revenir. Donc il y a quand même une économie dans certains départements
je pense à l'ouest de la France, où vraiment il y a de l'emploi en milieu rural. Nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de laisser le choix aux jeunes. C'est est-ce que tu veux vraiment rester là, oui, tu veux faire autre chose, mais si tu veux rester là, de toute façon, pendant ta scolarité, on va te demander d'aller découvrir un peu non seulement la France, mais l'Europe, puisqu'on est un gros opérateur Erasmus. C'est-à-dire que même dans filière professionnelle, on dit à nos élèves, vous allez voyager et vous reviendrez plus armés. Ah oui, c'est pas parce qu'on va dans une maison familiale et rurale qu'on est cantonné à rester dans son village, en fait. On peut aller voyager, on peut faire des échanges. D'une part, souvent... C'est aussi ouvert qu'une université, finalement. Souvent, on propose l'internat, donc les jeunes sont en formation la semaine à la maison familiale, mais le reste du temps, ils sont dans des entreprises, souvent proches de chez eux, et parfois c'est loin de la MFR. Et puis, on leur propose systématiquement, dans certaines filières professionnelles, de changer de région, de changer de pays. Par exemple, lorsqu'on a des apprentis en cuisine, en restauration, c'est vraiment une plus-value d'avoir fait un stage à l'étranger, etc. Oui, Non, l'idée, c'est vraiment de les former. S'ils veulent rester dans le milieu rural, on en est très heureux, mais que pendant leur formation, ils arrivent à aller voir. Avoir du pays. Jean-Baptiste Noëllac, on n'a que quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs si vous avez une école, est-ce qu'on peut aider, par exemple, parce que vous êtes une école privée hors contrat, donc vous vivez de dons, en fait. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, ils peuvent nous soutenir en allant sur le site d'Excellence Ruralité, faire un don pour financer la scolarité d'un élève. Il faut se rendre compte qu'avec 500 € par mois, on finance la scolarité d'un enfant. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider beaucoup et aider beaucoup de familles très en difficulté. Aujourd'hui, on a 175 enfants dans l'ensemble des écoles Excellence Ruralité. Et puis, oui, un message aussi pour peut-être ce nouveau gouvernement qui vient de tomber. Il y a un vrai enjeu éducatif dans nos territoires, il y a une vraie fracture territoriale éducative qu'il faut prendre en compte. Et ça passera nécessairement par une refonte de l'éducation prioritaire qui, vous savez, ces moyens qu'on affecte aux établissements pour prendre en compte la difficulté scolaire. Ouais. On ne peut plus continuer aujourd'hui avec des enfants qui ne sont pas sur un pied d'égalité, des jeunes Français qui ne sont pas sur un pied d'égalité en fonction de là où ils vivent. Et donc, c'est là où il y a un vrai enjeu, à mon avis, de repenser cette éducation prioritaire et de la baser sur un seul critère, les résultats scolaires, parce que c'est ce qui met tout le monde d'accord et c'est la mission première de l'école. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus pour cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école sur Figaro TV. À très bientôt. Au revoir.